Fred Desbocaux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue et sociologue, directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et spécialiste depuis 20 ans des politiques publiques de santé en Afrique. Petit rappel des faits, le 14 février dernier, l'Afrique enregistrait en Égypte son premier cas de coronavirus. Écoutez ce que disait l'OMS au début de cette crise. Nous devons nous préparer au pire. Dans d'autres pays, nous avons vu comme le virus s'accélère réellement avec point de basculement. Le meilleur conseil à donner à l'Afrique est donc de se préparer au pire. Voilà, et 3 mois après le premier cas, le continent n'a pas connu ce cataclysme redouté. Pour vous, M. Desbocaux, l'OMS s'est trompé, comme d'autres pays d'ailleurs. Je pense que le responsable de l'OMS, là, il était un peu dans son rôle d'alerte, mais en même temps, il réagissait aussi par rapport à ce qui s'est passé en 2014 et aux critiques qui ont été adressées à l'OMS, aux critiques légitimes et méritées qui ont été adressées à l'OMS lors de l'épidémie d'Ebola. Donc, en même temps, il lançait une alerte pour le continent africain et en même temps, il se protégeait un peu, lui, en tant qu'OMS, pour ne pas avoir les mêmes critiques que l'OMS a eu en 2014 en termes d'impréparation notamment. Mais est-ce que cette projection un petit peu alarmiste correspondait à l'imaginaire peut-être que certains se font de l'Afrique ? Oui, bien sûr, et ça nous l'avons dénoncé plusieurs fois, y compris avec des collègues récemment, Laurent Vidal et David Williamson, mais cet imaginaire projeté, l'OMS n'était pas tellement dans cette dynamique-là précise, même si là, le responsable de l'OMS l'a reprise, mais c'est un imaginaire. Mais pour ce qui concerne l'OMS en particulier, c'était plutôt une manière de se protéger déjà, vis-à-vis de ses responsabilités passées. Mais par rapport à l'imaginaire dont vous parlez, il est évident que le Covid a manifesté et montré une autre image de l'Afrique qui est très différente des représentations qu'on se fait d'elle, de manière manifeste. Oui, depuis le début de la crise, en tout cas, vous avez une analyse complètement différente de la situation comparée à l'OMS. Pourquoi, selon vous, l'épidémie n'a-t-elle pas flambé en Afrique ? Jusqu'à présent, en tout cas. Oui, jusqu'à présent, et il faut se méfier. Les raisons qui ont conduit mon raisonnement, notamment, vous faites référence à cet article, à cette interview de Nos Points, étaient extrêmement simples, extrêmement objectives. Ce dont parle le responsable de l'OMS sur la propagation du virus en Asie et en Europe est lié aussi au mode de déplacement et à la mobilité en Occident, qui est extrêmement différente sur le continent africain. Je vous rappelais hors antenne qu'en une journée à Paris, il y a des millions et des millions de personnes qui se retrouvent dans les bouches de métro, dans les trams, etc. Sur le continent africain, c'est extrêmement rare d'avoir ce type de déplacement. Ça, c'est la première chose. En termes de décès, il suffisait de voir la pyramide des âges des différents pays et la moyenne d'âge des personnes décédées en Europe pour se rendre compte que c'était surtout des personnes âgées et des cas de comorbidité. La pyramide des âges en Afrique montre un continent relativement jeune qui ne correspondait pas à ce qui s'est passé en Europe. Donc c'était une projection imaginaire, mais accompagnée aussi d'une inquiétude légitime. Mais il suffisait d'avoir un peu les pieds sur terre et de regarder les faits, les pyramides des âges, la dynamique de l'épidémie, aussi la physiopathologie du coronavirus. Et les gouvernements avaient fermé leurs frontières très tôt, comparé à l'Europe. Ils ont réagi extrêmement tôt. Pas seulement par rapport à la fermeture des frontières, mais par rapport à l'ensemble des mesures qu'ils ont prises en termes d'interdiction des regroupements, fermeture des universités, des écoles, des mosquées, des églises. Ils ont eu une réaction relativement précoce dans la majorité des cas. Oui. En tout cas, aujourd'hui, on voit que l'Afrique se déconfine aussi peu à peu. Les écoles, certains lieux de culte rouvrent progressivement, mais évidemment, il faut rester prudent. Le virus est toujours présent. Le docteur Mukwege a évoqué sur TV5 Monde la semaine dernière que la courbe pourrait être décalée dans le temps. Vous, quelle est votre projection par rapport à la situation dans les semaines, mois à venir en Afrique ? Moi, je n'ai pas de projection particulière parce que je pars de l'idée que l'avenir, ce sont les hommes et les femmes qui le construisent. Si le continent africain ne veut pas vivre une catastrophe à venir, c'est maintenant qu'il faut prendre des mesures. Je comprends très bien les mesures de déconfinement pour des raisons économiques, mais c'est maintenant qu'il faut faire extrêmement attention pour qu'on n'ait pas justement
une projection, à faire des projections catastrophistes. Moi, je ne suis pas dans les projections, je suis dans les faits. Et c'est maintenant qu'il faut pouvoir agir en fonction de ce qu'on sait déjà de l'épidémie et de sa dynamique sur le continent africain. Il faut agir maintenant, y compris en revenant sur des mesures qui ont été levées, mais il faut que les gouvernants africains soient extrêmement attentifs. Et chaque pays a sa politique, évidemment. Chaque pays a sa politique. De leur gouvernance. Mais de manière générale, il faut que les pays fassent extrêmement attention à ce qui se passe aujourd'hui, même si on part plutôt d'un sentiment relativement optimiste, parce que ça n'a pas été la catastrophe annoncée, pardon. Néanmoins, il y a quand même un nombre de décès qui progresse de manière régulière, même s'il est moindre que ce qui se passe en Europe, aux États-Unis. Et on le voit, la course pour trouver un vaccin anti-Covid est lancée à travers le monde. De son côté, un laboratoire sud-africain teste non pas un nouveau vaccin, mais celui du BCG contre le coronavirus. Écoutez. Nous sommes très fiers de mener cette étude en Afrique du Sud. Nous croyons que ce sont particulièrement les pays qui ont des systèmes de santé fragiles qui pourront bénéficier de cette découverte. Dans ces pays, on ne peut pas transformer soudainement les infrastructures hospitalières ou pallier rapidement le manque de personnel, comme ça peut se faire ailleurs. Vous en pensez quoi de ces essais cliniques du BCG, essais sud-africains et non pas européens, hein, je le rappelle? Je trouve que, d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que les essais cliniques avec le BCG ont commencé ailleurs qu'en Afrique et qu'en Afrique du Sud. En Australie, aux Pays-Bas, en Espagne, en France. Je précise ça vis-à-vis de la polémique qui a essaimé l'Afrique et la diaspora africaine. Je le rappelle, là, il y aura 3000 volontaires. En fait, non, pas du tout. En fait, oui. C'est pas le cas. Hein. L'Afrique n'est pas. L'Afrique n'est pas, ce que j'ai écrit, la cible privilégiée des essais cliniques. Mais c'est pour ça que je voulais qu'on donne 2 ou 3 précisions. En Australie, il y a déjà eu 4000 volontaires qui sont exclusivement des personnels soignants pour ce deuxième vaccin du BCG pour ceux qui n'étaient pas déjà vaccinés et un premier pour les autres. En Afrique du Sud, c'est 3000 volontaires parmi le personnel soignant qui vont être impliqués dans cet essai. Ça, déjà, il faut le dire, sachant que le BCG est connu depuis les années 20 et qu'en France, on a été assujetti à l'obligation du BCG jusqu'en 2017. Et le coronavirus qui fait également, par ailleurs, éclipser la prise en charge d'autres maladies qui continuent à tuer en nombre sur le continent, le paludisme, le sida, la rougeole, le choléra. On va voir ensemble cet exemple au Togo de cet enfant de 13 ans, Richard, en attente d'une greffe de rein. Richard reprend à peine connaissance. Faute de dialyse, il est tombé dans le coma. Ce jour-là, il est soigné in extremis dans une clinique de Lomé. Sa maman, qui vivait dans la rue il y a encore quelques mois, n'avait aucun moyen de s'en occuper. L'ONG qui finance ses soins a réussi à mobiliser un peu d'argent. Mais il faudrait 3 séances par semaine. L'adolescent de 13 ans souffre d'insuffisance rénale chronique en phase terminale. Sans cette machine, Richard risquerait de mourir. Une greffe le tirerait d'affaire, mais il faut trouver un donneur. L'ONG, depuis un certain temps, est en train de parcourir toutes les pistes pour pouvoir avoir un donneur, quelqu'un qui pourrait donner son rein. D'autant plus que le groupe de Richard, il est de groupe B, rhésus négatif. C'est un groupe qui est extrêmement difficile à trouver. Dans l'attente d'un donneur, l'ONG doit débourser 6 fois le montant du SMIC togolais pour une semaine de traitement. Cela serait moitié moins cher dans le public. Problème, son admission dans le seul centre qui existe dans le pays dépend d'une longue attente. Il y a 200 personnes avant Richard. Il faut créer donc les unités de dialyse dans chaque région au moins du pays, ou ne serait-ce que dans la région septentrionale, pour pouvoir au moins réduire le temps d'attente. Mais nous demandons vraiment également un effort supplémentaire en termes d'allocation des ressources, surtout financières, pour augmenter le nombre de patients dialysés. Richard, tu m'entends? En 2 ans, la mortalité parmi les patients souffrant de maladies rénales a bondi de 9%. En cause, les médicaments de rue et les remèdes traditionnels mal dosés. Aujourd'hui, plusieurs personnes prennent des médicaments, mais ces médicaments ne sont pas contrôlés par les officines pharmaceutiques. Donc, une autre cause aussi est que plusieurs personnes optent pour le traitement traditionnel. C'est une très bonne chose, mais le problème, c'est que ce traitement n'a pas de dose. Et cela fait que leurs reins n'arrivent pas à supporter le taux de décharge que ce traitement de décoction leur envoie. 48 heures après notre tournage, Richard va mieux. L'ONG vient rassurer sa maman. Mais par manque de donateurs,
L'organisation n'a plus suffisamment de fonds pour la suite de son traitement. Et oui, il n'y a pas que le coronavirus. Peut-être faudrait-il recentrer les priorités, Monsieur Eboko? Une des priorités majeures que nous révèlent aussi les peurs qu'on a eues vis-à-vis du Covid et ce qu'on vient de voir là, c'est vraiment des investissements massifs pour le renforcement des systèmes de santé en Afrique et son corollaire, la mise en place réelle de la couverture maladie universelle dans tous les pays africains. C'est d'une importance capitale. Fred Eboko, merci, spécialiste des politiques publiques de santé en Afrique. Je rappelle que vous avez sorti en avril un dossier de la revue politique africaine Global Health et la santé aux éditions Cartala. Avec Karine Baxer. Avec Karine Baxer.